Les intermittents. Avec donc un énorme succès d'audience pour ce film à thèse, alors qu'il soutient d'une part que Gaston Dominici, condamné pour le meurtre de 3 Anglais, un couple et une fillette qui campaient sur ses terres, donc en août 52, est innocent, et d'autre part que le meurtre relève en fait d'une sombre histoire d'espionnage et que Jack Drummond et sa famille auraient en fait été liquidés par des barbouzes venus d'Europe de l'Est. Alors concernant la culpabilité de Gaston Dominici, il est vrai que celle-ci n'a jamais été prouvée et que le vieil homme en fait était condamné sur la base de simples aveux et qu'il s'est rétracté lors du procès. Alors dans quelles conditions ces aveux ont été obtenus? La thèse du film, c'est que Gaston Dominici a été victime de l'acharnement du commissaire Sebeil qui se serait, selon le film, livré aux pires manipulations pour faire craquer Gaston Dominici. Et moi, il ne dira rien. Vous êtes du pays. Il vous a connu en culotte courte. Il se méfiera pas. Il faut l'aider à passer aux aveux. L'amadouer. Suggérer, mais sans forcer. Ne prononcez surtout pas le mot assassin. Supposons qu'on vous ait attaqué. Attaqué, et moi? À qui ça? Et pourquoi on m'aurait attaqué? Un braconnier. Un braconnier. Un braconnier? C'est ça, ouais. Un braconnier qui aurait rôdé par chez vous. Il sort avec la carabine. Alors vous sortez avec la carabine. Il surgit avec le fusil. Et le braconnier, il surgit avec son fusil. Il le prend pour un maraudeur. Vous le prenez pour un maraudeur. Il crie, pas de réponse. Il tire. Vous criez. Il répond pas. Et vous tirez. Impossible. L'Anglais n'était pas armé. Tout le monde le sait. Oui, mais si c'est un accident, c'est vous qui les avez tués. Ah, c'est moi. C'est ça, on dit que c'est moi. Mais après... Les ai tués comment? On n'en sait rien, toujours, là. Où vas-tu? Prévenir Sebeil, il faut que vous voyiez ça avec lui. Il va m'obliger à dire que c'est moi. Et vous venez de me le dire que c'est vous? Mais j'ai jamais dit ça, voyons. Il m'accuse pour sauver mes petits-enfants. Je suis le plus vieux de la famille. Alors, évidemment, qui d'autre peut se sacrifier? Qui? Alors, très grand numéro de Michel Serrault, là, tout le monde est d'accord. Moment très important de l'affaire aussi, hein, puisque comme le disait Hélène, ces aveux seront finalement la seule charge, enfin la principale charge au moment du procès contre Gaston Dominici. Alors, rassurez-nous, dans la réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Non. Le commissaire n'était pas derrière la porte. Non, absolument. Disons un mot quand même, d'abord, en fonction des portes ouvertes, qu'est-ce que c'est qu'une fiction historique? C'est effectivement une fiction qui respecte les cadres généraux d'une vie, d'une biographie, d'une histoire, d'une affaire dans le cas d'espèce, et qui, forcément, pour les besoins de la fiction, théâtralise, scénarise un certain nombre de choses. Nous l'assumons parfaitement, nous l'avons toujours dit, nous n'avons pas prétendu que cette scène, davantage que la scène que nous avons vue tout à l'heure de la prison, où Sebeil se rend... Du corps à corps entre le commissaire et Dominici en prison, oui. Se sont passés de cette façon-là. Ce qui est vrai, en revanche, et ce qui est très important, c'est que le personnage de Guérino, qu'on voit là, qui est un gendarme du pays, qui inspire confiance à Gaston, a été spécialement chargé par la police, et en l'occurrence pas par le commissaire Sebeil, mais par le commissaire Constant, de pratiquer cet interrogatoire, ce qui n'a en soi rien de scandaleux, puisque effectivement c'est plus facile de mettre quelqu'un en confiance et d'obtenir par la douceur et par une certaine complicité des aveux de ce type. Alors ce que vous dites, vous, Sebeil n'était pas derrière la porte, mais il a chargé le jeune gendarme de... Absolument. En fait. Mais il manipulait. Disons qu'on avait donné à Guérino la tâche de faire passer ces choses en douceur. Alors, Jean-Charles Deniau, alors attendez, faux. moi est-ce que je peux vous poser une question au préalable? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez dit c'est faux. Oui, alors, ce qui est faux, c'est que Guérino n'était pas chargé par Sebeil d'interroger la nuit à 9 h du soir Gaston Dominici. L'interrogatoire était terminé, Guérino était le gendarme de service qui devait rester avec lui.
Il est resté avec lui. Et les aveux de Gaston Dominici sont des aveux spontanés, en patois. Pour qu'on comprenne bien l'enjeu de ce débat, évidemment, c'est important. Parce que si Sebeil ne charge pas Guérino de recueillir les aveux de Dominici, le fait de le mettre derrière la porte comme ça et de lui faire souffler ce que Dominici doit dire, pour le coup, c'est de l'invention complète. C'est plus de la théâtralisation, là, vous êtes d'accord? Absolument. Attendez, mais je veux dire, Monsieur Dicéfo, il y a des montagnes de pages sur ce procès. Et il y a eu des confidences. Sebeil était extrêmement bavard. Christian Charest, sur ce point précis, comment sait-on que Sebeil avait chargé ce jeune gendarme de recueillir les aveux, ce qui fait évidemment peser une suspicion sur la spontanéité les aveux... Attendez, Christian Charest, comment on le sait? Eh ben, on le sait parce qu'il y a eu, encore une fois, des confidences aux journaux de l'époque. Des confidences de qui? De Sebeil. Ah, de Sebeil. Et d'autres policiers qui ont dit, effectivement, il y a un garçon qui s'appelle Guérino, qui est du pays, et c'est pas plus bête de l'utiliser. Moi, je ne pense pas que Sebeil soit un malhonnête homme. Mais dans le film, on a l'impression quand même qu'il est... Parce que là, on a vu quelques scènes, on a quand même l'impression qu'il n'est pas honnête et qu'il est manipulateur. Vous dites, je suis pas persuadé qu'il le soit. Il n'est pas honnête sur les moyens. Mais ce qui est certain, c'est que Sebeil, d'entrée de jeu, très vite, est persuadé, intuitivement ou pas, un effet de rejet profond de Gaston, que c'est d'abord un crime paysan, et que c'est un crime paysan, donc c'est un crime, et que Gaston va être son coupable. Ouais, donc sa religion, il articule ensuite tout son travail autour de ça, quitte à faire des mensonges, effectivement. Et il fait son enquête à charge contre Gaston. Dans une intention louable pour lui, qui est de faire éclater la vérité. Alors, un dernier mot. Sebeil n'était pas un salaud. Un dernier mot sur Sebeil. Sebeil n'était pas un salaud. Convaincu. Sebeil ne s'est pas acharné sur les Dominici tout de suite. Sebeil s'est tout de suite interrogé, et tout le monde s'est interrogé sur le fait qu'à 165 mètres de leur domicile, 7 coups de fusil de guerre ont été tirés, et les Dominici n'ont pas réagi. C'était la première interrogation. Ils les ont entendus. Ils les ont entendus. Ils n'ont pas allumé la lumière, disent-ils, et ils n'ont pas réagi. Ça, c'est une première interrogation. D'accord, mais on a bien compris en tout cas que votre vision du personnage Sebeil n'est pas tout à fait la même. Alors, bon, donc Dominici innocent, dites-vous. La principale liberté que vous prenez quand même avec la réalité historique, c'est la création de toute pièce d'un personnage de journaliste. Alors, d'un personnage de journaliste. Alors, c'est un personnage donc, de journaliste, donc Lucas Favre. Et alors, c'est pas un détail anodin, cette création de personnage, parce que, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, on précise que c'est ce journaliste qui est le vrai, enfin, qui est le héros de l'histoire, puisqu'il vient à Lurs, donc dans le village où a été commis le crime, pour suivre l'enquête, et il va être très vite convaincu de l'innocence de Gaston Dominici et de l'acharnement contre lui du commissaire Sebeil. Alors pour essayer de prouver l'innocence du vieil homme, il va se livrer à une véritable contre-enquête qui met en évidence en fait la piste de l'espionnage, et autrement dit donc c'est lui qui porte la thèse du film. Alors on va voir dans les extraits là que son enquête n'est pas de tout repos, qu'il déterre parfois de véritables scoops, comme dans cette scène où le journaliste rencontre un Anglais dont on comprend qu'il travaille dans les services secrets et qu'il a bien connu donc la victime Jack Drummond, et cet Anglais va lui montrer des photos de la victime en Allemagne à la fin de la guerre. Là, il est à Berlin en 1945, en tenue militaire. D'où tenez-vous cette photo? C'est moi qui l'ai prise. Qu'est-ce qu'il faisait à Berlin en 1945? La même chose que tous les autres savants américains et soviétiques appartenant au service secret de leur pays. Ils recrutent un maximum de savants nazis pour le compte de l'Angleterre. C'est ça le plan Paperclip. Mettre la main sur les données scientifiques allemandes avant que les hommes de Staline ne s'en emparent. Une véritable ruée vers l'or scientifique. Et vous croyez que c'est un rapport avec notre affaire? Je sais pas. Mais je sais que certains agents britanniques avaient une fâcheuse tendance à étendre leur terrain de chasse sur le territoire soviétique. Je crois qu'il y a eu des plaintes officielles auprès du gouvernement britannique. Des menaces même. De là à penser... Vous voulez dire que Drummond aurait servi d'exemple, c'est ça? Vous êtes un très bon journaliste, monsieur Fabre. Voilà, et alors pour accumuler les preuves, donc le journaliste ne va pas hésiter à aller fouiller des chambres d'hôtel, celle du commissaire Gillard qui va être chargé d'une contre-enquête après le procès, et dans un tiroir il trouve un document secret, et voilà le dialogue qui suit. Si j'ai bien compris, vous avez interrogé un Polonais à Hambourg en 1952. Un certain Bartkowski, oui. Mais ça reste de la spéculation pure.
Un vrai espion pour 99 mythomanes. C'est ça aussi la vérité. C'est Chenevier qui vous a soufflé de dire ça? Vous n'auriez jamais dû lire ces documents. Oubliez tout ça, vous n'avez rien vu. Oui, c'est vrai. J'ai fait mon enquête de mon côté. Et alors? J'ai approché la vérité. De près. Mais cette vérité, personne n'en veut. Et moi aussi. Je prends le relais puisque j'ai les preuves. Quelle preuve? Mais vous êtes fou, pourquoi vous faites ça? Les ordres. Les Russes. Ce qu'ils ont fait à la Grande-Terre, nous l'avons fait chez eux. En étouffant cette affaire, on efface l'ardoise. Ouais. C'est immoral, mais ça arrange tout le monde. Et puis, entre nous, que pèse la vie d'un vieux paysan face aux intérêts supérieurs? Alors là, évidemment, on est à mi-chemin entre le crime d'espionnage et la théorie du complot, hein, puisque la thèse implicite, c'est que c'est un crime d'espionnage couvert par les autorités supérieures de l'État au nom de l'intérêt supérieur de l'État. Alors vous dites, il n'y a rien dans le vrai dossier qui permette d'accréditer cette thèse. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Moi, je dis une chose, c'est que je voudrais savoir le degré d'accommodement de la réalité dans ce film. Non mais alors là, sur ce voilà, point, ça c'est très important. C'est très important. Sur ce point précis. Sur ce point très précis, bien sûr que ça ne tient pas. Pourquoi? Ça ne tient pas parce que le journaliste en question, c'est William Raymond. Qui est en partie William Raymond. Qui a écrit un livre qui est une imposture. Et dont le film s'est inspiré. Dont j'ai les preuves que c'est une imposture. C'est un journaliste contemporain, hein, qui est le c'est une imposture, c'est une supercherie. Si connaît un imposteur, il y en a deux dans son documentaire. En quelques mots, non, Jean-Charles Degnaud, c'est une imposture, c'est une supercherie. Il ne suffit pas d'affirmer en quelques mots. Mais j'ai toutes les preuves. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire c'est une imposture? Alors, c'est une imposture, on a à peu près 17 pages d'erreurs, de faux témoignages, de mauvaises références de livres. Ce livre est une imposture du début à la fin. De William Raymond, qui a servi de base. Ce que je ne sais pas, c'est si monsieur a vraiment lu ce livre. Ce que dit M. Degnaud est évidemment absurde. Est-ce que vous voulez des preuves? Dans sa magnifique documentaire que j'ai refusé de produire, parce que produire un documentaire dans des conditions aussi rock'n'roll, est-ce que vous voulez des preuves? Ça ne pouvait pas être sérieux, et ça a été. Est-ce que vous voulez des preuves, monsieur? Bâclé et racoleur, comme je l'imaginais. C'est toujours facile de surfer. Attendez, vous ne me parlez pas comme ça. Vous ne me parlez pas comme ça. Donc c'est facile de surfer sur 12 millions de spectateurs avec un travail médiocre, moins bien fait à mon avis. Quand il a mis son documentaire en chantier, on ne savait pas qu'il y aurait 12 millions de spectateurs. Je suis parti. Est-ce que vous pouvez me laisser la parole une seconde? Je vous l'ai donné. Personnellement, j'ai refusé de le produire dans ces conditions. Mais vous ne saviez pas. Vous êtes un menteur parce que vous ne savez pas ce qu'il allait conclure. Vous ne saviez pas les moyens de faire un travail sérieux. Voilà. Alors mon travail n'est pas sérieux. Absolument. Monsieur, est-ce que vous pouvez me donner deux exemples? J'ai aucune envie de faire de la pub à ce monsieur. Est-ce que vous pouvez... Attendez, simplement, la seule chose qui m'intéresse, c'est de commenter ce que nous venons de voir. C'est pour ça que je suis venu. C'est pas pour m'occuper de ce coup de marketing un peu vulgaire. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que nos téléspectateurs comprennent quelque chose. S'il vous plaît, Jean-Charles Degnaud. Alors, au-delà des insultes réciproques, vous dites que vous avez des preuves selon lesquelles la thèse de William Raymond est une imposture. Allez-y. Par exemple, des petits détails. On dit de hors d'œuvre. Il y en a plein. Il y en a plein. Oui. Sunday Express, 14 septembre 1952, révèle que dans l'agenda de Drummond, trouvé sur un tas d'ordures près de Nottingham, il est écrit « Rendez-vous à l'URSS en juillet 47 à 18h ». C'est dans le livre de William Raymond. Vous prenez le Sunday Express. Il n'y a rien sur Drummond dans le Sunday Express. Vous l'avez là, le Sunday Express? Un autre exemple. Le Sunday Express, je ne l'ai pas. Un autre que j'ai ici. Un petit détail. Drummond, les Drummond quittent tôt le matin, entre 6h et 7h, Villefranche, pour se rendre au Corso de Digne. Paris Match, 11 août 1952. Il n'y a pas un article sur Drummond. Il n'y a pas un article sur l'affaire Dominici. On se dit peut-être se trompe-t-il. On prend le match suivant, il n'y en a pas. Le match suivant, il n'y a rien du tout. Un autre. Vous en voulez d'autres? On en a 40 comme ça. 40 comme ça. Je suis venu, comme vous le voyez, les mains vides. Mais est-ce que vous avez vous-même fait la contre-enquête sur le livre de Raymond? Bien évidemment. Attendez, le film est inspiré en partie du livre de Raymond, mais également de toute la littérature, et elle est abondante, qui a été diffusée sur l'affaire Dominici. Alors, vous avez avancé vos éléments, vous avez répondu. David Abiker. On sait tous que les Romains portaient des jupes parce qu'on a regardé des péplums.
plus que parce qu'on a lu des livres d'histoire. La question que je me pose, c'est si finalement les générations qui viennent sauront que Dominici est innocent parce qu'ils ont regardé la télévision davantage qu'ils n'ont lu des livres d'histoire. Et finalement, quelque part, c'est ça la question implicite que moi j'ai envie de vous poser, c'est de savoir quand vous produisez une œuvre télévisuelle comme celle-ci, est-ce que vous dites on va faire un document de divertissement inspiré de la vie de Dominici et on se garde bien d'avoir une thèse et finalement on va faire cette œuvre du divertissement, ou est-ce que finalement vous y allez avec, je dirais, une caution historique ou une démarche historique? Parce qu'il y a quand même une importance. On ne peut pas ne pas avoir une thèse. Je vous signale malgré tout que depuis l'affaire, depuis le jugement, il est sorti de très nombreux livres, il y a eu de très nombreux documentaires, pratiquement tous conclus au moins à l'innocence de Gaston. De Gaston, après à la piste. Alors après, on dit, c'est ses enfants, c'est ceci, c'est Maillet, c'est cela, mais pratiquement le rapport, déjà, la contre-enquête, c'est quand même pas banal de commander une contre-enquête le lendemain d'une condamnation. Oui, parce que Gaston a accusé ses enfants, on oublie de le dire dans le film. Gaston a accusé ses enfants à la fin du procès et la contre-enquête a été engagée parce que Gaston a dit c'est Gustave et Zézé Perrin qui ont fait le coup. La contre-enquête, elle n'est pas venue il y a un du jugement tout. d'assises. Ah non, c'est pas la même chose. Un jugement d'assises, vous avez souvent vu des contre-enquêtes? Non, mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi choisir ce livre? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de livres qui disent Dominici innocent, le vieux Dominici innocent, mais les enfants sont coupables. Pourquoi vous avez pris cette thèse qui est de dire il est innocent et c'est le contre-espionnage? C'est une affaire d'espionnage. Il y a deux temps dans ce film. Il y a deux temps dans ce film. Il y a d'abord effectivement tout ce qui concerne l'innocence de Gaston et ensuite la recherche d'une thèse. Cette thèse a le mérite de la cohérence. Elle n'est pas... Mais est-ce que vous n'avez pas cédé un tout petit peu quand même à une certaine complaisance envers la théorie du complot? Parce que ce William Raymond dont nous parlons depuis tout à l'heure, qui a écrit ce livre, produit ces jours-ci, je crois, un film qui va passer sur Canal+, sur l'affaire Kennedy, l'assassinat de Kennedy, dans lequel il explique que c'est son successeur Johnson qui est l'auteur d'un vaste complot pour faire tuer Kennedy. Est-ce qu'il n'y a pas une mode du complot, finalement? Et est-ce que ce film ne surfe pas sur la mode du complot? Je ne pense pas qu'il y ait un complot. Je dis, lorsqu'on parle espionnage en France, on croit James Bond. Mais quand on le voit brûler les papiers, quand on le voit brûler les preuves, au nom des intérêts supérieurs de l'État... Ça, c'est un procédé scénaristique. On est dans ça ne s'est pas passé. On est dans X-Files. Non, on n'est pas dans X-Files. Le renseignement, mais je le dis, et je l'ai dit, on l'a dit dans toute la communication de ce film, le renseignement, que je préfère comme terme à l'espionnage, est une chose extraordinairement banale, extrêmement simple. Il y a eu pendant la guerre froide des dizaines d'assassinats de ce type, d'un camp à l'autre, ce qu'on essaie de dire, dans la plus parfaite impunité et dans le plus parfait silence. Alors, parfois, on n'a jamais su pourquoi des gens étaient morts. Alors, c'est pas la première mise en image, et en image télévisée de l'affaire Dominici, il y en a eu plusieurs autres avant. Et alors, je voudrais qu'on revienne pour terminer cette émission sur la première, qui est effectivement la plus mémorable, qui est un numéro du magazine 5 colonnes à la une, Hélène. Oui, il y a eu donc un épisode qui a fait date, c'était en 1960. Et alors, c'était la première fois depuis la condamnation de Gaston Dominici en 1954 qu'on le revoyait. Et alors, on a vu des images d'un vieillard très affaibli, qui arpentait comme une âme en peine les couloirs de sa prison. Et ces images, elles ont ému l'opinion. Et quelques mois plus tard, le 14 juillet 1960, eh bien, Gaston Dominici sera gracié par le général de Gaulle. Alors, pour le film, vous avez rejoué des épisodes du 5 colonnes à la une, donc avec Serrault, et vous avez été, on peut le dire, relativement fidèle à l'original, à quelques petits détails. On va le voir dans ce montage, alors qui alterne donc des extraits historiques et des extraits de votre reconstitution pour le film. Enfin, nous, on les a mis. Nous, on a, voilà. C'est notre montage. Notre montage à nous, voilà, alterne des extraits du vrai 5 colonnes et des extraits de celui du film. Du haut du chemin de ronde en ciment d'où l'on surveille sa promenade, j'ai vu Gaston Dominici avant de lui parler. Depuis 6 ans, il porte, m'a-t-on dit, le même pantalon de velours côtelé qu'il avait le jour de sa condamnation à mort. Du haut du chemin de ronde de ciment d'où on surveille sa promenade, j'ai vu Gaston Dominici avant de lui parler. Depuis 6 ans, il porte le même pantalon en velours côtelé qu'il avait le jour de son arrestation. Sa canne, c'est celle qu'il avait dans les sentiers de Lurs, quand au lever du soleil, il conduisait son troupeau de chèvres dans les collines. Et sans doute s'appuyait-il aussi sur elle, le matin où peut-être sans les voir, mais peut-être en sachant qu'ils étaient là, il est passé près du corps des Drummond. Sa canne, c'est celle qu'il avait déjà dans les sentiers de Lurs, lorsqu'au lever du soleil, il conduisait ses chèvres à Ganagobi. Sans
doute s'appuyait-il aussi sur elles le matin où, peut-être sans les voir, mais peut-être en sachant qu'ils étaient là, il est passé près du corps des Drummond. Il nous répétait sans cesse « Pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je là ?» Et il a même ajouté, sans se rendre compte de l'énormité du mensonge qu'il proférait, « Moi qui n'ai jamais donné une gifle à mes enfants. » Pourquoi je suis là, m'a-t-il demandé. Moi qui n'ai jamais donné une gifle à mes enfants. Bon, alors, le commentaire est fidèle au commentaire de Sainte-Colonne à la Une au mot près, sauf quand ils expliquent que Dominici battait ses enfants, ce que vous enlevez dans votre reconstitution. Pourquoi? Ils n'expliquent pas que Dominici battait ses enfants. Enfin, ils expliquent que c'était énorme de sa part de dire qu'il n'avait jamais touché personne, Ouais. battu personne. Pourquoi vous l'avez enlevé? Honnêtement, je ne sais pas. C'est le metteur en scène qui a finalisé le détail de ces dialogues. Certainement, évidemment, on peut... On voit bien une raison, c'est pour magnifier le personnage de Dominici, parce que... C'est sûr que c'est pour en donner une image plus sympathique. Ce qu'il vous a expliqué, c'est qu'il estimait qu'effectivement, le journaliste de Sainte-Colonne à la Une n'avait pas le droit de dire les choses comme ça, donc il a supprimé ce détail. Une autre question, bon, c'est quelque chose qui est peu su par les gens aujourd'hui, mais le contexte politique a été très important dans l'affaire, au moment de l'affaire, puisque la famille Dominici, d'une manière, pour le dire de manière très large, était plutôt sympathisante communiste, et que ça a beaucoup compté. Pourquoi ça n'apparaît pas dans votre film? C'est important. Ils ont été proches de la résistance, ils lisaient la Marseillaise. Ça vous le dites. Mais le père... La Marseillaise, vous le dites pas. Le père n'était pas du tout politisé, ils avaient aidé les résistants. Les fils ont été plus ou moins, effectivement, de ce côté-là. Maillet était un responsable communiste important. Les fils ont fait quelques coups aussi, quelques coups dans la... C'est vrai que ce qui est intéressant dans votre affaire... Non, mais moi je pose la question au producteur. Pourquoi il n'y a pas le mot communiste dans votre film? Parce que finalement, sur TF1, à 20h50, à 1 heure de grande écoute, ça n'aurait pas été assez consensuel? Non, je pense qu'on le dit. Ah non. Vous parlez de la résistance des Dominici, oui, mais il y a le mot communiste, il n'y est pas. Non, j'ai regardé attentivement. Mais chez vous, on ne peut pas battre ses enfants et être communiste. Ce qui est très clair, c'est que vous avez dans la presse, il y a 140 journalistes. C'est pour ça que nous en avons créé quelques composites. Il y a 140 journalistes en permanence pendant 18 mois. Là-dessus, il y a des gens qui... Bon, il y a de la trash, de la presse trash qui est là pour raconter des horreurs, l'horrible meurtrier de Lurs, le diabolique berger, etc. Et puis il y a deux journalistes très à droite qui, d'entrée de jeu, vont épouser la cause de Sebeil, et la presse de gauche, plutôt, effectivement, les gens de la Marseillaise ou de l'UMA, qui sont plutôt pro-Dominici. Plutôt, parce que ça variera. Sans dire au début, il est innocent. Au début, personne n'est sur l'innocence. Alors, le dernier point en image sur lequel je voudrais qu'on insiste, Hélène, c'est les conditions dans lesquelles a été tourné ce magazine Sainte-Colonne à la Une historique, puisque vous en parlez dans votre film, on l'a dit, avec votre version sur la jeunesse du film. Alors dans le film, c'est très simple, c'est le journaliste donc Lucas Fabre qui est à l'origine du Sainte-Colonne pour essayer de retourner l'opinion en faveur de Gaston Dominici. Mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire de plus maintenant? Obtenir sa libération, le plus tôt possible. Je veux pas que le vieux meure en prison. Mais tu rêves. Pour ça, il faudrait qu'il soit innocenté. Ça va prendre des années. Non, peut-être pas. À Paris, j'arriverais bien à émouvoir l'opinion par un reportage, par exemple. Sainte-Colonne à la Une. Ça peut les intéresser. Sainte-Colonne à la Une. C'est quoi ça? Une nouvelle émission de télévision. La télévision? Mais ça va intéresser qui, la télévision? Voilà, c'est historiquement daté. Voilà, bon, alors comme Lucas Fabre n'a pas existé, ce n'est évidemment pas lui qui a eu l'idée du Sainte-Colonne, donc voilà, là on est d'accord. Alors sur ce point, donc Jacques Chaput, journaliste qui a suivi l'affaire pour François à l'époque, expliquait dans un récent documentaire diffusé sur France 2 qui avait été la vraie inspiratrice du Sainte-Colonne à la Une. Qui a sauvé de la prison Gaston Dominici, c'est Madame de Gaulle. Moi je me souviens, j'étais dans un voyage à travers la France et Madame de Gaulle un jour m'appelle et me dit vous connaissez bien l'affaire Dominici, venez, je voudrais vous en parler. Je suis monté dans sa voiture et pendant toute une étape, on a bavardé. Qu'est-ce que vous pensez de Dominici, ce vieux bonhomme? Est-ce qu'on peut laisser un vieux monsieur comme ça? D'abord, est-ce qu'il est coupable? J'ai dit, la cour d'assises a déclaré qu'il était coupable. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense qu'il est coupable. Oui, mais enfin, quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne va pas recommencer. Alors, j'ai dit, bien sûr, jamais. Le mercredi suivant, à l'Élysée, il y a eu un déjeuner avec le général, bien sûr, Michelet, qui était le ministre de la Justice, et André Malraux. Et elle a plaidé
le cas de cet homme pour qu'on le libère et qu'on le laisse mourir dans un hospice et non plus dans une prison. Le soir, j'ai été convoqué par Michelet, qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce qu'il faut retourner un peu l'opinion, il faut que, si on le libère, il faut que les gens aient conscience que c'est pour des motifs sérieux, enfin la vieillesse, etc., qu'ils puissent retrouver la liberté. Sans ça, il n'y a pas de raison. Alors c'est là où je lui avais proposé de faire, puisque mon patron à ce moment-là, François, c'était Pierre Lazareff, et que Pierre Lazareff faisait 5 colonnes à la une, de faire Dominici dans sa prison. Alors, évidemment, c'est pas la même version. Hein. Dans un cas, c'est finalement un exploit journalistique d'avoir tourné ce 5 colonnes à la une, et dans l'autre cas, il est directement téléguidé de l'Élysée par les De Gaulle. Sur la jeunesse de cette émission 5 colonnes à la une, c'est pas vrai que c'est sur demande de Madame De Gaulle? En tout cas, ça, j'en sais rien. Vous étiez dans la voiture. J'en sais rien, mais je sais que M. Chaput est un grand mythomane. Je sais que ça n'est pas non plus Lucas Fabre, si c'est vous. Non, ça, on avait compris. Nous ne le prétendons pas. Nous prétendons simplement, dans l'histoire, nous en faisons une des personnes qui ont essayé d'influer dans ce sens-là. Très bien. Mais je connais cette... on pourrait en parler longuement. Ça prouverait que les femmes de président s'intéressaient déjà à la télé. Oui, mais je ne crois pas que De Gaulle aurait gracié quelqu'un dont il était avéré qu'il avait fait commis ces crimes atroces qu'on lui reprochait. D'accord. Alors, vous avez bien compris qu'on n'est pas là pour faire le débat sur l'affaire Dominici. Si nos téléspectateurs souhaitent le poursuivre, alors je renvoie à la diffusion de votre documentaire, donc qui passera sur la chaîne Odyssée. Sur la chaîne Odyssée, normalement, enfin, il était question qu'il passe sur TF1, mais... Pas du tout. Voilà. Il n'en a jamais été question. Ah, mais attendez, quand vous avez signé, ça devait passer sur TF1? C'est TF1. Il a été commandé par TF1 et Odyssée. TF1 met l'argent. Attendez, pour la chaîne il le sait très bien, parce que j'ai refusé de le produire. Il est l'auteur, il le sait quand même. Non, mais je sais encore mieux, puisque moi, on m'a sollicité pour le produire. Et donc, alors, ça passe sur Odyssée. Alors, donnez la date pour que les gens puissent le regarder. Le 28 novembre sur Odyssée. D'accord. Le 28 novembre, c'était un film qui a été fait avec très peu de moyens. On est parti sans a priori aucun. On aurait été vraiment très heureux de partir sur ces pistes, et on a commencé à travailler sur ce livre, qui est le livre d'un mythomane. Je suis en mesure de le prouver. Non, Jean-Charles de Dion, moi je voudrais simplement comprendre, parce que c'est vrai que nos téléspectateurs ne comprennent pas très bien. Donc, il commande le film de Serrault et Michel Blanc. Il vous commande un documentaire, mais sans vous donner à vous, au départ, de ligne directrice. Aucune. Ils vous disent, voilà, vous enquêtez. On m'a confié la responsabilité d'un documentaire pour la chaîne Odyssée, et TF1 a mis de l'argent, très peu. C'est un film qui a été fait avec très peu de moyens. Absolument. On a commencé à travailler au mois de mai, alors que William Raymond travaille depuis 10 ans ou 15 ans là-dessus. Donc on peut penser que son livre est très sérieux, non, mais vous avez parlé de William Raymond. Et donc nous avons commencé notre travail au mois de mai, et ça a été fait avec très peu de moyens, dans une petite boîte de production. Oui. Et ce film sera diffusé le 28 novembre sur Odyssée, et avec un débat auquel, j'espère, William Raymond participera. D'accord. Et malheureusement, nous n'avons pas pu en montrer d'extrait, puisqu'il n'a pas encore été diffusé, et que donc les images appartiennent à TF1. Merci à tous les deux. Laurence Lacour, la romancière du Forum d'arrêt sur image, vient de nous rejoindre comme chaque dernière émission du mois. Et Laurence, cette semaine, les réactions qui vous ont le plus intéressé ont été les réactions des internautes